et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Génération Méditerranée, l'hebdo consacré au combat pour le respect des droits humains. C'est la mission d'Amnesty International et aujourd'hui nous en parlons avec notre invitée Fatim Zahra Belaghdar. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec joie. Vous êtes responsable du cercle d'action d'Amnesty International à Ajaccio, engagée dans le milieu associatif. Vous êtes également étudiante en géopolitique avec un penchant pour la Méditerranée, ce qui me conduit tout naturellement à vous demander, Fatim Zahra, ce qu'il y a de plus méditerranéen en vous. Je dirais absolument tout. Écoutez, moi je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc et je continue de grandir ici. Donc la question devrait être plutôt qu'est-ce qu'il n'y a pas de méditerranéen en moi. Bon, ceci étant dit, c'est cette position géographique que nous avons. Nous vivons au cœur de la Méditerranée et nous sommes obligés de prendre conscience de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, nous sommes dans ce maillage culturel et historique d'une richesse extrême. Malheureusement, aujourd'hui, la réalité est plus sombre que ça. Donc, nous sommes entourés de crises, de naufrages, de déplacements massifs des populations. Il y a une tragédie humaine qui se joue sous nos yeux. Et donc, c'est en ça où on va retrouver notre esprit méditerranéen, esprit de solidarité, d'action collective. En tout cas, c'est en ça où je me sens méditerranéenne. Et est-ce que c'est ce sentiment de responsabilité, quelque part, qui vous a poussé à reprendre le flambeau de la cellule ajaxienne? Racontez-nous comment s'est passée cette relance. Je dirais un pur hasard, mais quand même derrière, il y a toujours cet engagement qui anime toute action qu'on entreprend. En tout cas, c'était suite à une rencontre à Ajaccio avec le président d'Amnesty France, donc Jean-Claude Samouillet, qui était invité de l'association Corsica-Palestine pour présenter le dernier rapport sur l'état d'apartheid en Israël et dans les territoires palestiniens. Donc c'était suite à cette rencontre-là que la graine a été plantée et à partir de là, on a essayé d'avancer. Et tout a été très vite. Absolument. On pourrait se dire que la présence d'Amnesty International en Corse, je rappelle qu'il existe aussi une antenne en Haute-Corse à Bastia, n'est pas décisive, en tout cas à l'échelle locale. Et pourtant, ces cercles d'action sont autant de relais pour les messages de l'association mère. Exactement. Amnesty International agit dans le monde entier, mais si dans cette émission on veut se concentrer sur la Méditerranée, ce ne sont pas les combats qui manquent. Donc comme on a dit, on a un état d'apartheid en Israël et dans les territoires palestiniens, avec des détentions arbitraires, avec une ségrégation entre la population. On a un retour à la traite humaine en Libye, on a des guerres donc, dans la zone syro-irakienne, on a des naufrages. Oui, on en parlera. Donc il y a un ensemble de crises qui font qu'aujourd'hui la présence d'Amnesty à côté d'un ensemble d'autres organisations est nécessaire. Oui. Et quelles seront vos actions plus spécifiquement pour la Corse et Ajaccio? Eh bien, on restera toujours dans la défense des droits humains, donc à travers plusieurs missions éducatives, de sensibilisation, d'échanges. On sera autour des débats, des projections, d'expositions. Donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser. Et puis, cette mission éducative, c'est aussi pour s'adresser aux jeunes générations qui sauront porter le bon message demain. Justement, l'émission d'Amnesty International, ses victoires, ses combats, on en parle juste après ça. Notre première victoire, libérer des prisonniers d'opinion. Puis des victoires remportées dans le monde entier pour faire respecter les droits humains. Une victoire d'avoir réussi à être présent dans plus de 70 pays avec plus de 10 millions de personnes qui nous soutiennent. Et rien, ni personne, ne nous empêchera d'en remporter d'autres. Des aventures humaines qui nous amèneront, avec vous, à changer des vies, à changer des lois. Et qu'y a-t-il de plus important que de défendre et de faire respecter les droits humains ? En nous appuyant notamment sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et le droit international qui en découle, on enquête, on alerte, on agit. Sur le terrain, nos chercheurs collectent des preuves et des témoignages. Nous plaidons pour défendre toutes les personnes dont les droits sont bafoués. Nous faisons pression sur les gouvernements et sur tous ceux qui exercent un pouvoir, y compris les entreprises. Nous ne sollicitons aucune subvention ni aucun don, que ce soit des gouvernements, des partis politiques ou des entreprises. On est libre et
indépendant. Nous savons que vous aimeriez vous engager dans des combats aussi concrets que la liberté d'expression, la lutte contre les discriminations, l'abolition de la peine de mort, la disparition de la torture. Vous avez la volonté de protéger les civils dans les conflits, les migrants, les réfugiés, de responsabiliser les entreprises et les États. Vous détestez la langue de bois, les discussions stériles, l'inaction. Vous avez le courage et la ténacité nécessaires. On compte sur vous pour venir nous rejoindre. On se bat ensemble, on gagne ensemble. Alors, liberté d'expression, droits humains, contrôle des armes, les champs d'action sont vastes. Et quand on le ramène à la Méditerranée, force est de constater que nous ne sommes pas forcément les meilleurs élèves. Aujourd'hui, Fatim Zahra, selon vous, quelles sont les grandes causes prioritaires pour le bassin méditerranéen? Alors, quand on parle de défense des droits humains, c'est vrai qu'il ne va pas y avoir de causes prioritaires. Il y a des crises qu'il faudrait voir et regarder et prendre dans leur ensemble. La crise migratoire est liée aussi à une crise économique, à des crises climatiques, et quand on se penche sur la défense des droits humains, c'est vrai que il faudrait regarder le phénomène en sa globalité. Mais c'est vrai que aujourd'hui en Méditerranée, l'immigration, la montée de la violence, la répression, il y a un tas de sujets qui vont être prioritaires et d'actualité, oui. Vous le mentionniez, le drame des migrants se joue au quotidien en Méditerranée. Cette semaine, la petite île italienne de Lampedusa, entre la Tunisie et la Sicile, a dû faire face à un afflux de migrants exceptionnel. 8500 réfugiés en 72 heures et le nombre croît encore un peu plus chaque jour. Ce qui a relancé le débat sur l'accueil et la gestion de ces hommes, ces femmes, ces enfants par l'Europe. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a d'ailleurs fait le déplacement pour soutenir la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui joue gros sur ce dossier en politique intérieure. Une réaction, Fatim Zahra, sur cette problématique? C'est dramatique. C'est dramatique de voir des populations qui se déplacent et qui ne retrouvent pas la protection chez nous aujourd'hui. Il y a une crise d'accueil des migrants. Alors que nous avons les moyens d'agir, nous sommes en train d'observer des images où nous concentrons des populations pour renforcer la visibilité d'un phénomène représenté comme menaçant. Au lieu de les protéger, il est vrai que la politique aujourd'hui, elle les criminalise. Nous avons vu qu'avec la crise des réfugiés ukrainiens, nous avons les moyens d'agir. Nous pouvons s'attaquer aux crises dans les pays d'origine, dans les pays de transit, et ensuite nous pouvons proposer une protection. L'Europe a pu activer le dispositif de la protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens. Donc c'est une protection qui assure une protection internationale à ces personnes. Elle leur garantit les droits fondamentaux, droit à l'hébergement, à l'éducation, à la santé, un accès au travail, c'est-à-dire juste le nécessaire pour préserver leur dignité. Donc je pense qu'aujourd'hui nous avons les moyens pour pouvoir préserver l'humanité et la dignité de ces personnes. Est-ce que justement on a tendance à oublier l'humanité, la dignité derrière les chiffres? Absolument, absolument. Nous sommes en train de parler de vagues, de masse, d'afflux, et c'est une manière de déshumaniser ces personnes-là, bien sûr. Fatim Zahra, je voudrais vous montrer une carte. Elle a été réalisée par Reporters sans frontières. Il s'agit du fameux baromètre de la liberté de la presse. Liberté de la presse, d'expression, d'opinion, ce sont d'autres combats menés par Amnesty International. Alors on voit que la zone méditerranéenne, on est plutôt dans le rouge, l'orangé. La France est 24e sur 180 pays, ce qui n'est pas super glorieux non plus. Une réflexion sur justement cette liberté de la presse, cette liberté d'expression, cette liberté d'opinion qui a tendance à être étouffée en Méditerranée. Exactement. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout est lié. Les crises sont liées. Et donc, quand on commence à prendre conscience des crises que nous vivons, les populations qui commencent à exprimer son ras-le-bol, face à elles, il y a une montée de violence et de répression. Donc, on le voit, que ce soit dans la rive sud, que ce soit ailleurs,
en Tunisie, on est autour d'un pouvoir qui devient totalitaire. En Égypte, nous l'avons vu. En Turquie, il y a un harcèlement des activistes. Donc, il y a eu notamment le président d'Amnesty qui a été relâché que récemment. Et donc, cette répression-là ne concerne pas que les opposants politiques. Elle concerne les membres de la société civile, les défenseurs de droits et les journalistes. Bien sûr. Selon vous, la Méditerranée est-elle sur une pente autoritariste et populiste? Alors vous avez cité certains pays, alors avec à leur tête Erdogan pour la Turquie, El-Sisi pour l'Égypte, Tebboune en Algérie, Netanyahou en Israël. Alors tous ne sont pas au même niveau, je dirais, échelon de l'autoritarisme et du populisme, mais quand même, c'est une tendance. Comment vous percevez ce fait-là, ce constat-là, et surtout comment on inverse la tendance? Ce sont des dérives autoritaires et on se dirige vers là. Le nombre de journalistes qui est arrêté dans plusieurs pays, la répression qui augmente et surtout les moyens qu'on met pour empêcher les gens de s'exprimer, de manifester. Et comme j'ai dit, cela concerne vraiment tous les pays méditerranéens et pas uniquement ceux de la rive sud. Absolument. Fatim Zahra, on l'a dit, les droits humains ne sont jamais acquis. Et quand il s'agit des droits des femmes, peut-être le sont-ils encore moins. Le plus symbolique, c'est quand même le droit à l'avortement. Au Liban, l'avortement est extrêmement encadré, voire impossible d'accès. Il est interdit en Égypte ou soumis à des conditions vraiment drastiques. Même chose pour Malte, donc au sein de l'Union européenne. Sur ces droits des femmes, le combat est loin d'être gagné. Il mérite d'être mené, malgré tout. Exactement. Les femmes vont être toujours les victimes, peu importe la crise. Dans les crises économiques et climatiques, ce sont les femmes qui occupent les emplois précaires et elles seront les premières victimes. Et donc, pareil, dans les dérives autoritaires, nous l'avons vu en Turquie, lorsque Erdogan se retire de la Convention d'Istanbul qui avait pour but de lutter contre les violences faites aux femmes, exactement. Après, il y a bien sûr... C'est un paramètre du développement ou du progressisme du pays, quand on regarde, quand vous poussez le curseur plus ou moins progressiste du droit des femmes? C'est toujours dans un indicateur. C'est dans cette perspective de répression. Hein. On réprime les libertés et donc celle des femmes se retrouve toujours en premier. Et donc nous avons aussi le cas de l'Iran qui est vraiment le summum de l'autoritarisme. Fatim Zahra, la transition est parfaite. On s'éloigne un peu de la Méditerranée, mais on reste avec les femmes et Amnesty International. Direction l'Iran, et c'est notre zoom de la semaine. Voilà, un an après la mort de Mahsa Amini, la contestation du régime en Iran s'est transformée et se poursuit sur les réseaux sociaux notamment. La jeune femme de 22 ans avait été arrêtée le 13 septembre 2022 par la police des mœurs qui lui reprochait le port de vêtements inappropriés. Son voile était mal placé. Elle est décédée le 16 septembre après 3 jours de coma. Cet événement avait provoqué un vif élan de contestation du régime des mollahs et la naissance d'une révolution femme, vie, liberté. Avant Mahsa Amini, il y a eu en 2007 Rayhaneh Djabari, une véritable héroïne prête à tout sacrifier, sa liberté, sa vie, pour la vérité, pour sa dignité. Son histoire a donné lieu à un documentaire cet hiver à Téhéran, réalisé par Steffi Niederzoll. On regarde la bande-annonce et on en parle juste après. اینم ریحانه است بدن آقا تو خونه بچه‌م خجالتیه ریحانه تمام معلومه من ریحانه در بستنی فروشی نشسته بودم. مردی میان سال به طرفم آمد. با بخش تاریک و پنهان جامعه آشنا شدم. تلفنم به صدا درآمد. مامان بود. دلم میخواست به او بگویم چه شده، اما نگفتم. ندونستن داستان، 1001 سوال. رابطه نامشروع داشته؟ قتل انجام داده؟ چرا زده؟ قانون مربوط به تجاوز به دختران و دفاع آنان در برابر تجاوز را مردها نوشتند.
و مراحل دادرسی بی‌منطقش احساس نفس با چوبه دارم. ته ذهنمونم یه چیزی هم بود که حتما باید این خانواده رضایت بدن دیگه. خیلی سخت بود ولی من خودم فکر میکردم که ما حاضریم که انجام بدیم تا رضایت بدن. کاش ذره‌ای از صراحت مادرم در وجودم بود. حتی 1% فکر میکردم نجات ریحانه توشه، چقدرم پرزحمت بود من انجامش میدادم. خدا زندگی بی ریحانه نمیخوام. مهربان مادرم، من یاد گرفتم که گاهی باید جنگید. دانستم که حتی در شرایط سخت میتوان با جرقه‌ای شادی کوچکی را روشن کرد. Voilà, Cet hiver à Téhéran de Stéphanie Derzel sera projeté jeudi 28 septembre à 20h au cinéma L'Ellipse à Ajaccio en présence d'Irène Ansari, coordinatrice de la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie à l'occasion du lancement donc d'Amnesty International à Ajaccio. Fatim Zahra, ce film témoigne d'un combat, encore une fois, qui pourrait être considéré comme vain, mais bien au contraire, il ne faut surtout pas abandonner. Et cette année de révolution le démontre, le chemin est encore long, mais sous les cendres et malgré la répression, pardonnez-moi, les braises sont encore là. Absolument. Et ces femmes sont d'un courage remarquable. Elles tiennent debout, elles résistent. Cela fait des années. Le cas de Rayhaneh Djabari n'est pas nouveau. Le cas de Mahsa Amini n'est pas nouveau. Il y a eu d'autres femmes. Il y a eu beaucoup d'exécutions, beaucoup de femmes mortes dans les rues. Et à chaque fois, on a l'impression de le découvrir, de le redécouvrir. Eh bien, c'est là où ce film, je le trouve nécessaire. C'est que, puisque nous oublions les personnes derrière les chiffres qu'on entend, eh bien, avec ce film, on voit qu'il y a des humains, il y a une histoire. Et l'histoire de Rayhaneh Djabari, elle est particulièrement... elle parle de ces femmes, bien qu'on ne parle pas du port obligatoire du voile, bien qu'on ne parle que de cette personne qui a essayé de se défendre d'un viol et que le juge lui dit clairement, mais vous aurez dû vous laisser vous faire violer. Oui. Et donc, il y a un ensemble d'éléments qui font que c'est une situation qui est juste inacceptable aujourd'hui. Et ce qui est incroyable dans ce documentaire, c'est qu'on voit aussi combien elle a été soutenue par sa famille, alors qu'il aurait été peut-être plus facile et moins risqué pour eux de se mettre en retrait. Et on a voulu lui faire croire à un moment que sa famille ne la soutenait pas. Et pourtant, ils l'ont soutenue tout du long de son combat. Et ça aussi, c'est assez remarquable dans un pays où on risque sa vie pour moins qu'un soutien. Pendant 7 ans, elle a soutenu les autres détenus. En plus. Sa famille l'a soutenue. Et il y a eu aussi un soutien international remarquable à cette période-là. Et le soutien continue. Et il est nécessaire aujourd'hui d'agir, je pense, et de passer le cap pour que cela cesse. Alors cet hiver à Téhéran, jeudi 28 septembre à l'Ellipse, à 20h à Ajaccio. Allez-y. Fatim Zahra, comment peut-on participer à l'effort collectif? Comment peut-on gagner ensemble avec Amnesty International? Comment on vous aide? Eh bien, le cercle est ouvert à toute personne bénévole qui souhaite défendre les droits humains dans leur ensemble. Le cercle est souple, donc vous pouvez nous rejoindre via les réseaux sociaux Amnesty Ajaccio ou sur l'adresse mail qui s'affiche. Et puis, il y a déjà, vous fourmiliez déjà de 1000 projets, concours de nouvelles pour les lycéens, une exposition autour des réfugiés, je crois, ukrainiens. Dites-moi plus sur cette année 2024 qui s'annonce déjà bien chargée. Eh bien, on a bien commencé. Donc, ce dimanche 24, il y a une formation en ce moment qui se tient pour créer une cellule capable d'intervenir dans les milieux scolaires et tout autre milieu où on peut échanger, où on peut animer des ateliers
pour les droits humains, donc autour de plusieurs thématiques. Et tout le monde peut y participer. Tout le monde peut y participer et tout le monde. Il s'agit juste de se donner les moyens d'agir efficacement. Donc nous espérons l'année prochaine pouvoir accueillir le concours d'Amnesty Plume Rebelle qui est destiné aux lycéens qui écrivent des nouvelles autour des droits humains, de la défense des droits humains. De la défense des droits humains. Parfait. C'est l'heure de passer à la bande originale. Fatim Zahra, vous avez souhaité croiser les influences et on est là pour ça aussi dans cette émission. Solène Zahra, interprétée par le guitariste égyptien Omar Khorshid, qui a modernisé, c'est ça, modernisateur de la musique on peut dire ça, arabe. Oui. Alors dites-moi plus. Eh bien, j'ai voulu revenir sur la Méditerranée et faire un tour avec cette chanson. C'est à travers un documentaire très intéressant qui s'appelle Solène Zahra, A Love Song, et donc qui explique comment elle a fait le tour du monde en Colombie et au Vietnam, mais on remarque surtout une circulation en Méditerranée qui est vraiment pertinente. On a des reprises et interprétations en grec, en Turquie, en Tunisie, en Iran. Et puis, il y a cette version qui me touche particulièrement, qui se retrouve en Égypte dans les années 60-70. 60-70, quelques mots sur ce guitariste virtuose. Il est fabuleux. Vraiment. Il est fabuleux. Il est décédé trop jeune, mais il est fabuleux. Il a eu le temps de passer par la Corse pour reprendre cette magnifique chanson. Et il a marqué, même, voilà, sa carrière était fulgurante, mais il a marqué de son empreinte la musique arabe. Et en l'enrichissant voilà, de toutes les influences méditerranéennes. Exactement, c'est toute sa particularité. Il a fait ses études en Grèce et oui, évidemment. Fatim Zahra, merci de m'avoir accompagnée durant cette émission. J'invite nos téléspectateurs à se rendre sur le site amnesty.fr qui regorge d'informations, de documentaires, de portraits pour mieux comprendre notre monde. C'est essentiel, donc surtout n'hésitez pas. Voilà, vous allez y passer des heures et des heures utiles. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, toujours sur France 3 Corse via Steel ou en replay sur France.tv. Salut!